Il est 7h15. Depuis le week-end dernier, le Québec qui a renoué avec la mesure drastique du couvre-feu. Sauf exception, personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa résidence entre 22h et 5h du matin. On se rappelle que le gouvernement avait utilisé la même chose lors des premières vagues et ça provoque des réactions assez virulentes de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui justifie tout ça? Et est-ce que c'est encore légal? Est-ce que c'est encore justifié en 2022? On va poser toutes ces questions à Frédéric Bérard qui s'est penché sur la question. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. J'ai l'impression qu'on revit le même film parce qu'on avait abordé ces mêmes questions lors du premier couvre-feu. Mais la première question qui peut paraître toute simple, est-ce qu'un gouvernement, un pays ou un État a vraiment les pouvoirs dans ses lois, dans ses constitutions pour décréter des couvre-feux? En fait, avoir la possibilité de décréter un couvre-feu, oui, ça existe, ça c'est pas un problème, mais comme dans n'importe quelle loi qui peut être adoptée ou règlement, le décret est assujetti à une évaluation dite constitutionnelle. Donc, c'est pas parce que tu fais quelque chose que c'est nécessairement constitutionnel. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu l'exercice que j'ai effectué, comme vous avez dit, c'est-à-dire évaluer le caractère constitutionnel d'une mesure semblable. Est-ce qu'on peut donc comparer le couvre-feu 1.0 et le couvre-feu qu'on vit actuellement? C'est sûr qu'il y a des similitudes qui sont importantes, mais je pense qu'il y a aussi une distinction qui est majeure. C'est il y en a deux en fait. Lorsqu'il y a eu le dernier couvre-feu, c'était en janvier 2021. On se rappelle, Frédéric, qu'il n'y avait pas de gens ou à peu près vaccinés au Québec. Hein. On a su assez rapidement que c'était l'effort de vaccination qui a permis justement les améliorations que l'on connaît. Donc, en d'autres termes, il n'y avait pas vraiment d'autres mesures autant peut-être drastiques à l'époque de disponibles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on était allé un peu à tâtons. On ne savait pas trop. On va l'essayer, on verra bien. Or, aujourd'hui, il y a des études universitaires qui démontrent qu'il n'y a pas de lien rationnel entre le couvre-feu comme tel et l'objectif poursuivi, c'est-à-dire, par exemple, ralentir la pandémie, ralentir la contamination, donner un coup de main aux hôpitaux, et ainsi de suite. Ces études-là n'existent pas et le docteur Arruda l'a même admis en conférence de presse. Il dit non, on ne peut pas dire qu'on se base sur des études pour adopter un couvre-feu semblable. Or, quand tu es rendu devant les tribunaux, à cette étape précise, à la toute fin, c'est à l'État, c'est au gouvernement, au législateur, peu importe, de démontrer que sa mesure se justifie. Or, tu peux pas arriver là devant un juge et dire, moi, mon feeling me dit que, évidemment, c'est pas suffisant. OK, mais je veux comprendre. Donc, si on revient à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, donc, on possède dans la loi, dans la Constitution, les outils pour déclencher un couvre-feu. Ça veut dire qu'on peut le faire, mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir ces études qui justifient l'utilisation du couvre-feu? En fait, si vous voulez bien, je vais faire le petit test avec vous. Vous allez voir, c'est quand même relativement rapide. Il y a l'article 7 de la Charte canadienne qui protège notre droit à la liberté, notre droit à la sécurité, notre droit à la vie. Or, je pense qu'on peut s'entendre assez facilement qu'un couvre-feu viole le droit à la liberté, par définition, vous empêche de sortir de votre domicile, un droit qui est prévu constitutionnellement. Donc ça va. Le droit à la sécurité est peut-être même aussi violé ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des études justement qui démontrent qu'il y a des problèmes de violence conjugale qui sont rattachés avec le couvre-feu, qu'il y a eu des féminicides qui ont été rattachés au couvre-feu, le droit à la sécurité psychologique aussi, notamment chez les plus jeunes, dans les enjeux de santé mentale, le fait de ne pas voir ses amis, de ne pas pouvoir sortir, et ainsi de suite. Donc ça pour dire que l'article 7 est fort probablement violé, et là je saute les détails un peu techniques, et une fois qu'on a convenu ceci, il faut aller à la deuxième et dernière étape qui est celle de la société libre et démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une violation qui est reconnue par la Cour, on passe à cette dernière étape, et là, le tribunal demande à l'État québécois, dans ce cas-ci, dit là, vous allez me démontrer que votre violation se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Or, il y a quelques critères là-dessus, il y en a 4 pour être précis, et moi, je pense qu'il y a 2 de ces critères-là qui ne sont pas respectés ici par l'État québécois, notamment le lien rationnel. En d'autres termes, c'est à toi, État québécois, de me convaincre, moi, tribunal, qu'il y a un lien rationnel entre la violation, qu'il y a un lien rationnel, entre la mesure poursuivie, donc, c'est-à-dire le couvre-feu, et l'objectif comme tel. Or, si Arruda lui-même vous dit qu'il n'y a pas d'études, qu'il n'est pas capable de le démontrer, le lien rationnel tombe. Et le dernier critère qui est important ici, puis je termine là-dessus, c'est celui de l'atteinte minimale. La Cour va demander aux législateurs de trouver un moyen qui soit moins attentatoire s'il existe. Et si oui, de l'adopter. Or, ici,
ben, on peut penser peut-être à l'élargissement du passeport vaccinal. On peut penser aussi qu'il y a une majorité d'éclosions qui provient de la ventilation dans les écoles. Or, qu'est-ce que Québec a fait en matière de ventilation dans les écoles depuis plusieurs mois? On ne sait pas vraiment. Ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre d'affaires où le tribunal va dire, mais oui, mais commencez par ventiler, commencez par élargir le passeport vaccinal, parce qu'on sait quand c'est une minorité de non-vaccinés, c'est-à-dire 10% de la population qui provoque une majorité des hospitalisations. Donc, commencez par ça, et par la suite, viendrez nous voir si jamais il y avait lieu. Donc, tout ça pour dire qu'à mon sens, évidemment, c'est un exercice qui est délicat, qui est incertain, mais je n'ai pas toutes les données dans mes poches, mais je pense qu'à cette étape-ci, ce couvre-feu pourrait être considéré comme inconstitutionnel. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il pourrait y avoir des mesures légales possibles, mais attention, qui va ou qui peut faire ça? Donc, contester ça en justice. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être nos auditeurs, nos auditrices, ça pourrait être n'importe qui essentiellement parce que, en fait, j'exagère un peu, mais pour contester un genre de mesure semblable, l'intérêt pour agir, comme on l'appelle, fait appel à des critères très, très larges. On veut, dans un état de droit, permettre aux citoyens ordinaires, entre guillemets, de pouvoir contester la constitutionnalité de certaines mesures. Et dans ce cas-ci, on sait bien que le couvre-feu s'applique à tous et chacun, ce qui est d'ailleurs un problème en quelque sorte, parce que si le couvre-feu s'appliquait simplement aux non-vaccinés, peut-être que la Cour serait peut-être potentiellement un peu plus clémente, mais si je reviens à votre question de base, donc tant les vaccinés que les non-vaccinés, à peu près n'importe qui dans ce cas-ci pourrait contester. Mais en sachant toutes ces informations, et qu'on sait que ça peut être très long, un processus judiciaire, est-ce que ça en vaut la chandelle? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne de contester, de faire ces mesures si jamais quelqu'un veut se lancer là-dedans? Ben oui, dans ce cas-ci, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous en disant que dans le sens où ça pourrait se faire assez rapidement, en fait, parce que la Cour n'est pas stupide, elle sait bien qu'on doit agir de manière urgente, auquel cas la contestation deviendrait caduque. Comme vous venez de dire, évidemment, ça prend pas 2 minutes non plus, mais il y aurait une façon d'introduire ceci, d'introduire la chose d'urgence comme telle. Rappelez-vous, par exemple, quand le couvre-feu avait été contesté au nom de certains sans-abri québécois. Vous vous rappelez de ça? C'était quoi, justement? Oui. L'année dernière, pratiquement à pareille date, la Cour s'est penchée rapidement et elle a confirmé que le couvre-feu était inconstitutionnel pour ses propres personnes. C'était la seule question qu'on avait posée au tribunal dans ce cas-ci et ça s'était fait assez rapidement, de toute évidence. Mais lorsqu'on comprend ce que vous nous expliquez, Frédéric Bérard, on se demande... Est-ce que c'est risqué pour un gouvernement, donc, de faire cela en sachant qu'ils ne sont peut-être pas, solides sur tous les arguments? Pourquoi est-ce qu'on est tout de même allé de l'avant? Parce qu'on se demande, il y a des équipes juridiques, il y a des avocats qui travaillent pour le gouvernement? Ça, vous voyez, c'est un peu la pensée magique, hein? Et on a souvent parlé à votre émission de l'arrogance du pouvoir. Les appuis dans les sondages sont importants et tout. Et ça, c'est un syndrome qui affecte l'ensemble des politiciens ou à peu près. À partir d'un certain moment donné, on se dit, on est un peu au-dessus de la loi, on peut faire un peu ce qu'on veut, il n'y a jamais trop de problèmes, les gens nous appuient, les gens nous aiment et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on frappe un mur. Moi, j'ai l'impression que c'est le couvre-feu qui pourrait être ce mur-là en question parce que effectivement, si mon analyse est bonne, puis peut-être que je fais erreur, hein, ça c'est pas impossible, ce sera au tribunal de le dire, mais si mon analyse est bonne et que ce couvre-feu-là est considéré comme inconstitutionnel, ce sera la deuxième tape sur les doigts qu'aura ce gouvernement-là. La première, c'est l'annulation du couvre-feu face aux itinérants l'année passée, ce dont on vient de parler. Et rappelons-nous, hein, et on y avait étudié la question, on avait posé la question aussi à François Legault, on leur avait dit, mais là, ça n'a pas de bon sens d'imposer un couvre-feu à des itinérants. Je veux dire, c'est par la force des choses, l'itinérant n'a pas de domicile fixe. Je veux dire, par définition, c'est son titre essentiellement d'un point de vue domiciliaire. Et Legault avait dit, c'est compliqué pour les policiers, puis c'est ci, puis ça. La Cour a dit, écoutez, ne pouvez pas forcer des gens qui n'ont pas de domicile à retourner à leur domicile. Il me semble être la base, dans d'autres termes. Les équipes juridiques du gouvernement, je termine là-dessus, peuvent parfois faire erreur ou se font dire par le politique, c'est souvent ça qui arrive. On s'en fout que ce soit constitutionnel ou pas, politiquement c'est payant, on le fait et ainsi de suite. Là, dans ce cas-ci, est-ce que ce sera payant? Ça, j'ai des gros doutes. Vous n'êtes peut-être pas le seul avocat qui a creusé ce dossier. Dans votre boule de cristal, croyez-vous que quelqu'un, justement, va aller jusqu'à entreprendre des démarches pour le contester de manière juridique, ce couvre-feu, à votre avis, pour la situation actuelle? Je n'ai pas d'écho à cet effet-là, Frédéric, mais je suis assez convaincu que ça arrivera parce que la plupart des mesures antérieures
du gouvernement Legault ont été contestés avec assez peu de succès parce qu'à mon avis, la situation le justifiait. Là, dans ce cas-ci, par contre, là, je pense qu'on essaie d'assassiner en fait une mouche avec un bazooka essentiellement de manière injuste, de manière liberticide. Et oui, si j'avais de l'argent d'épicerie à mettre là-dessus, je le ferais en me disant que c'est certain qu'il y a quelqu'un qui va le contester. Maintenant, quel sera le résultat, on verra bien. Et pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage et lire, votre chronique sera dans le média Métro dans les prochaines heures. Frédéric Bérard, toujours intéressant. On se reparle la semaine prochaine. Un plaisir. Au revoir. Salut.